la menace américaine. Les événements en cours d'une extrême gravité en Iran. Regardez les images de Téhéran avec les foules immenses qui manifestent dans la nuit à Téhéran. Nous sommes avec Thierry Breton. Bonsoir Thierry Breton, merci beaucoup d'être là. Greg Phillips est là avec Bonsoir, nous Darius. aussi. Et en direct, Raphaël Jérusalemi, ancien du renseignement militaire israélien, connaissant très bien la situation en Iran. Première réaction, Thierry Breton, sur ces images, sur cette accélération de l'histoire, très visiblement, souvent, beaucoup ont espéré la chute de ce régime. Elle a été 100 fois annoncée, 100 fois elle n'a pas eu lieu, mais là, il se passe des événements exceptionnels. Il se passe des événements exceptionnels, vous avez raison. On ne maîtrise pas évidemment toutes les images parce que Internet a été stoppé, a été arrêté. Alors, le bazar permet de fournir éventuellement des connexions pirates, mais oui, ce sont des images exceptionnelles, c'est des événements exceptionnels. Il y a, hélas, on déplore évidemment des victimes comme on pouvait s'y attendre. Vous savez, le bazar joue un rôle extraordinairement important. Il ne faut jamais oublier que c'est le bazar, lorsqu'il s'est mobilisé, qui a contribué à la chute du Shah d'Iran. C'était, il y a exactement 47 ans, c'était le 16 janvier 1979. Il y a 47 ans pratiquement jour pour jour. Le fait que le bazar se soit mobilisé avec une telle force montre que c'est vraiment toute la population aujourd'hui qui est dans les rues, qui n'en peut plus. Donc oui, il n'est pas impossible du tout que ceci peut-être sonne le glas de ce régime tragique. Vous êtes avec nous, Raphaël Jérusalemi. Bonsoir. Internet coupé, l'électricité coupée. On voit ces images, il y a une grande partie des images qu'on va voir qui sont dans la nuit, puisque l'électricité est coupée en plusieurs endroits. Amnesty dit bain de sang. Des ONG parlent de centaines de morts. Est-ce que vous avez des informations sur le fait que le régime fait tirer à balles réelles sur sa population? Oui, absolument. Mes chiffres, c'est 538 morts au moment où je vous parle et à peu près une dizaine de milliers de personnes arrêtées et jetées dans les geôles médiévales des gardiens de la Révolution. On assiste véritablement à un massacre, à quelque chose d'horrible. En plus, cette coupure de l'Internet, on a dépassé le cap critique des 60 heures. On est à plus de 72 heures sans Internet. Mais cette coupure-là, inclut les coupures d'électricité, pose d'énormes problèmes, par exemple aux hôpitaux, à tout ce qui est en fait humanitaire en Iran. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, la population en pâtit, mais je pense que, en fin de compte, le gouvernement et les gardiens de révolution en pâtissent aussi. Il y a un chaos qui fait que la chaîne de communication et la chaîne de commandement n'est pas à son meilleur. Et donc, il y a pas mal d'initiatives locales. N'oublions pas que les émeutes ont lieu dans tout l'Iran et qu'il y a des chefs locaux des gardiens de la Révolution qui n'en font qu'à leur tête, d'où la violence parfois beaucoup plus grande dans certaines villes que d'autres. Raphaël Jérusalemi, restez bien avec nous. J'aimerais qu'on voit les images des voltigeurs. Greg Phillips, ces voltigeurs, il y a tout un appareil de répression de policiers iraniens avec toutes sortes de groupes, mais voilà, ces images-là, ce sont des tueurs particulièrement dangereux. Oui, vous avez à peu près quatre niveaux de répression policière. Les Bassidji, cette espèce de milice armée très politisée, et ce sont eux qu'on voit sur les motos, et on les voit tirer à balles réelles sur les manifestants, à balles réelles sur les manifestants, les gardiens de la Révolution, l'armée, la police. Les deux composantes les plus idéologisées, ce sont évidemment les Pasdaran et ces Bassidji qui répriment d'une manière extrêmement violente ces manifestations. Ce soir, Darius, il y a à la fois une énorme inquiétude quant à l'ampleur de la répression. On a des bilans qui parlent peut-être de plusieurs centaines de morts, mais tout ça, encore une fois, se fait à huis clos. Et puis, il y a quand même une idée que peut-être cette fois-ci c'est la bonne. 2009,
2012, 2019, 2022, à chaque fois, les manifestations ont été réprimées dans le sang et à chaque fois, le régime a réussi à tenir. Est-ce que là, il est en train de chanceler? C'est la question ce soir. Avec une dimension anti-régime. Thierry Breton, regardez les images qui suivent, où on voit cette fois des mosquées qui sont touchées par les flammes. Alors, évidemment, là, on est au cœur du pouvoir des mollahs, qui est y compris dans la ville sainte, oui, absolument. Dans la ville sainte, on voit bien que ce qui se passe n'est sans doute pas de la même ampleur que ce qu'on a connu. Alors évidemment, la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est que vont faire les États-Unis. Que vont faire les États-Unis et évidemment Israël, parce qu'on sait, et M. Zalimi nous le dira bien mieux que moi, évidemment, que Israël est très impliqué localement. S'il y a un pays qui sait ce qui se passe, c'est évidemment Israël, très impliqué localement, avec évidemment des espions dont on a pu mesurer du reste l'efficacité lors de la dernière attaque des bombardiers sur les sites nucléaires. Donc évidemment, la grande question que aujourd'hui tout le monde se pose, souvenez-vous que Donald Trump a dit que s'il y a des morts, alors les États-Unis interviendront. Visiblement, hélas, il y en a, et c'est sans doute pas malheureusement terminé. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui viennent. On voit toujours ces images qui nous arrivent. Raphaël Jérusalemi, il y a beaucoup d'informations sur l'engagement américain, mais aussi sur apparemment les hésitations. Toutes les options sont envisagées par le président Trump. Les discussions portent notamment sur des bombardements ciblés. Des responsables de l'administration Trump ont eu des discussions préliminaires sur la manière de mener une attaque contre l'Iran si nécessaire. Les troupes américaines doivent d'abord consolider leur position militaire, renforcer leur défense avant d'entreprendre toute opération. On a l'impression que la main des militaires américains tremble un peu. Est-ce qu'il est vrai que l'Iran est militairement un plus gros morceau que le Venezuela, s'il devait tenter d'exfiltrer, d'arrêter ou de tuer le guide suprême Khamenei? Alors oui, l'Iran, c'est un plus grand morceau, c'est un arsenal tout à fait différent, c'est 1 millier de missiles balistiques, ce sont des missiles de croisière, des milliers de drones, c'est une force très importante, mais l'hésitation des Américains, elle est tout simplement technique. Ils n'ont pas encore toutes les forces qu'ils aimeraient avoir dans la région pour se sentir plus sûrs. Ils n'ont pas encore préparé les défenses antiaériennes des intérêts américains proches au Proche-Orient qui sont menacés par les Iraniens en cas de conflit. Et donc, il y a aussi une hésitation au plan stratégique, c'est-à-dire vaut-il la peine d'entrer dans un conflit armé, un conflit militaire, n'est-ce pas, aux dépens du soulèvement populaire qui a lieu en Iran? Ne faut-il pas laisser justement à ce soulèvement de continuer, de prendre de l'ampleur et assister les Iraniens, effectivement, mais à l'interne, ne pas avoir une ingérence extérieure militaire, plutôt à l'interne, avec des sabotages, avec des opérations cyber, les aider, les encourager et les briefer à comment investir les bâtiments et les édifices des institutions officielles, etc., tout à l'interne. Je pense qu'il serait contre-productif, à ce stade, en tous les cas, du soulèvement, d'entamer une campagne militaire. Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord, si vous le permettez, avec ce que M. Jérusalemi a dit, et dans les propos que j'ai pu tenir tout à l'heure, l'interrogation, elle demeure, mais je rappelle que la position de la France et la position du reste de l'Europe, c'est évidemment de respecter le droit international et de ne pas encourager les ingérences. Donc il n'y a aucune ambiguïté. Donc évidemment, la solution qui est privilégiée et que privilégie l'Europe et les États européens, c'est évidemment celle qui a été annoncée par M. Jérusalemi et qui doit avoir notre préférence. Maintenant, on voit que la situation est quand même critique et tragique pour nombre d'Iraniens aujourd'hui par rapport à la férocité du régime en place et à sa réaction. Mais on sent là vraiment que le mouvement populaire est beaucoup plus vaste que ceux que nous avons connus et que évidemment il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de forces non iraniennes qui sont présentes. On parlait tout à l'heure
forces israéliennes, on a vu évidemment leur efficacité, donc qui vont sans doute peut-être aider la population à cette révolte. Quels sont les scénarios possibles? On va prendre la carte pour comprendre les en clair. Est-ce que les Américains ou les Israéliens, d'abord, savent où il est exactement? Et est-ce que politiquement ils sont prêts? Parce que ce serait quelque chose, soit d'arrêter, soit de tuer Khamenei, qui a un statut de chef d'État. C'est un peu entre deux. Et chef religieux. Et chef religieux. Oui. Il doit être éliminé. Le droit international, s'il sert à protéger des tyrans de ce gabarit, doit être changé, et la législation est inadéquate si elle sert derrière elle à se réfugier à ces tyrans. C'est pas possible. Donc ce personnage doit être éliminé, mais pas seulement lui. D'autres personnalités doivent être éliminées du côté des ayatollahs, du côté du régime. Par contre, du côté militaire, il se peut que nous obtenions quelques alliances dans la mesure où les gardiens de la révolution et les militaires de l'armée régulière iranienne pourraient se porter candidats pour un gouvernement de transition une fois que les ayatollahs sont évincés. Quant à l'endroit où se trouve l'ayatollah Khamenei, je ne suis plus certain qu'il se trouve à Téhéran, où il y a des bunkers et des tunnels, mais il a un refuge dans les montagnes au nord, dans Al-Borz. Il y a un refuge dans une base militaire de la Révolution en pleine montagne, un bunker extrêmement profond qui peut résister à des bombardements extrêmement puissants, même des Américains, avec des réserves de nourriture, etc. C'est un des refuges. Il y en a d'autres. Il y en a un dans la ville de Mashhad, qui est sa ville natale. Mais là, il y a beaucoup d'émeutes, beaucoup de chaos. Ça m'étonnerait qu'il aille se réfugier là-bas. Et puis, il y en a un autre dans la ville de Qom. Il y a pas mal de bunkers. Alors je ne sais pas si les Iraniens, les Américains savent dans quel bunker il a élu domicile en ce moment. Raphaël Jérusalemi, je pense qu'ils doivent le savoir. On continue à recevoir ces images, on y revient avec d'autres informations. Thierry Breton, Iran, Venezuela, on a l'impression que les dominos qui soutenaient le régime de Poutine sont en train de vaciller. Tout ça, ce sont plutôt des mauvais coups. Alors, on va parler de la Chine dans un instant, mais d'abord pour Poutine, ce sont de mauvaises nouvelles. Ah oui, on se souvient que l'Iran, en tout cas l'Iran des ayatollahs et des mollahs, soutient... Alors la relation entre l'Iran et la Russie est une relation complexe, hein, mais on sait que depuis maintenant quelques années, l'Iran a fourni un soutien logistique extraordinairement fort à la Russie, et que c'est l'Iran qui a permis notamment à la Russie de rattraper son retard avec les drones qui aujourd'hui, on le sait, bombardent le ciel ukrainien, hélas, toutes les nuits. La volonté de puissance de Trump, vous êtes celui vous avez lu dans le détail la fameuse stratégie de sécurité de Trump, oui. Et ça m'a frappé. Vous étiez le premier à m'envoyer, très tôt le matin et à l'aube, à m'envoyer vraiment souligné, surligné. Là, il écrit noir sur blanc, il veut comprendre le contrôle du monde, et ça passe notamment là par Téhéran. Alors, je crois qu'à ce stade, si vous le permettez, il faut peut-être replacer dans le contexte effectivement de cette stratégie, parce qu'elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup, et au fond, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que Donald Trump est entouré d'une bande d'écervelés qui ne savent pas ce qu'ils font. Non. Donald Trump, et ceux qui l'entourent, qui sont du reste les héritiers de la Heritage Foundation, savent très bien ce qu'ils font. Et je crois qu'il est important, peut-être pour nous, de nous arrêter un instant sur cette stratégie. Et au fond, qu'est-ce que veulent les États-Unis? Où vont-ils? Comment se préparent-ils? À quel monde? Eh bien, le monde, me semble-t-il, auquel ils se préparent, c'est un monde dans lequel il va y avoir une confrontation massive, un choc frontal entre les États-Unis et la Chine. Et je crois qu'il faut avoir en permanence ça en tête, cette grille de lecture. Je vous invite du reste à revisiter tous les événements depuis son avènement en janvier 2025 et lire ça. Il se prépare, il prépare son opinion, il n'a pas été le premier. Ses prédécesseurs, notamment Obama, l'a fait. Mais il se prépare maintenant très fortement